après ces 40 ans de promesses, on va voir une vidéo maintenant concrète. Ça se passe en France en 2013, mais je pense que ça va peut-être rappeler certaines choses en Belgique aussi. La réalité du terrain n'est pas toujours aussi idyllique que la vie la témoin. Donc on va peut-être voir maintenant un enseignant volontaire et dynamique au quotidien. Retour en France. Ici, 90% des élèves, soit 11 millions d'enfants, en sont toujours au papier et au crayon. Le plus souvent, les classes ressemblent à ça. La consigne est claire. Je vais avec le vidéoprojecteur afficher un texte au présent. Dans cette classe du 20e arrondissement parisien, installer un écran relève de l'exploit. Alors, à votre avis, au bout de combien de fois ça va tenir? On va voir. Petit problème technique. Ça vous fait rire, hein? L'école high-tech à l'américaine est encore bien loin. Le matériel est absent et les profs pas préparés. Je désire vraiment avoir accès à ces outils-là. Or, je n'ai pas les moyens financiers. On n'a pas de budget pour ça. Et surtout, on n'a pas de formation. Je me retrouverai avec des iPads pour tous les élèves dans la classe, je ne saurais pas quoi en faire. J'ai mis en gras les verbes que vous ne voyez pas très bien, j'en suis navré, ok? Ces verbes-là sont au présent. La France entame aujourd'hui son virage numérique. Il va donc falloir acheter du matériel informatique. Je vous invite à revenir autour de la table ronde qui n'existe pas, qui est virtuelle elle aussi. Et donc, un tour de table peut-être dans l'autre sens, en commençant par Bruno de Vauchel pour changer. La même question à tout le monde. Est-ce que, comme le dit cet enseignant, la mutation numérique est avant tout une question de moyens et une question de formation des enseignants? Oui et non. Évidemment, oui. Je veux dire que l'introduction du numérique à l'école suppose des moyens, suppose des infrastructures. D'abord des infrastructures, hein. C'est-à-dire qu'avant de dire on met des ordinateurs, il faut d'abord s'assurer qu'il y a des prises électriques suffisantes. Il faut s'assurer que la connexion au réseau, elle fonctionne, etc., etc. Une fois qu'on a ça, on peut à la rigueur apporter des ordinateurs. Mais encore faut-il savoir ce qu'on veut en faire. Parce qu'en fait, quand je dis oui et non, les moyens, quand on nous appelle et on nous dit « Écoutez, monsieur de Vauchel, on est embêté, on a équipé notre classe et les profs ne l'utilisent pas. Vous ne pourriez pas venir nous faire une formation pour nous dire comment on fait ?» Quand j'entends ça, et je l'entends souvent, encore aujourd'hui, récemment, sur des tablettes équipées pour tous les élèves de lycée, je me dis, on est loin du compte. En fait, ce n'est pas qu'une question de moyens. C'est une question de moyens, certes, il en faut. C'est une question de stratégie. C'est une question de pédagogie. Et même au-delà, c'est une question, je dirais, de vision à nouveau de l'école. C'est-à-dire que qu'est-ce que je veux faire de ces jeunes, et plus que de l'école, des jeunes que j'ai en face de moi, et comment j'organise l'ensemble des choses, pas seulement le numérique, mais l'ensemble des choses et le numérique dedans. Pour cela, moi j'ai une réponse que j'ai faite il y a très longtemps, en 2003, j'avais dit, de toute façon, nous ne pouvons pas arriver à un niveau d'usage pertinent tant que l'ordinateur n'est pas ce qu'on appelle à portée de la main. À portée de la main, ça veut dire deux choses. C'est-à-dire que quand j'en ai besoin, je le sors et il est prêt à fonctionner. Quand j'en ai pas besoin, je le range et je fais autre chose. C'est la condition de base. Et donc tout ça, derrière, une fois qu'on a cette condition de base, alors à ce moment-là, on peut penser la pédagogie, on peut penser l'enseignement et on peut vraiment penser l'usage du numérique en classe. Crommelin, même question. Je crois que ce n'est pas la technique qui doit orienter et soumettre, au fond, la pédagogie. Il faut garder le bon sens. Un exemple, à la faculté de médecine où j'enseignais, le professeur d'anatomie, Benoît Langelet, en deuxième candidature, a toujours refusé tout moyen technique, même de projection d'images anatomiques. Pourquoi ? Parce que pour lui, la meilleure manière d'enseigner l'anatomie, c'était de dessiner au tableau. C'est-à-dire d'obliger l'étudiant
à accompagner le professeur qui dessinait planche par planche au tableau et qui élaborait le savoir. Et évidemment, le fait que l'étudiant lui-même fasse le schéma, c'est déjà une approche pédagogique extrêmement utile, plutôt que d'être face à un PowerPoint où on balance des images d'anatomie relativement faciles, parce que là, vous imaginez le prof d'anatomie qui veut dessiner, il doit travailler. Hein. C'est tellement plus facile de balancer des images et dire aux étudiants, voilà, c'est comme ça. Donc, je crois que moi, j'ai fait de l'enseignement où je dessinais au tableau. Parce que je crois que pédagogiquement parlant, c'était infiniment mieux que de mettre une diapositive ou bien... Et voilà, sans cette approche où de manière presque corporelle, hein, on peut assimiler le schéma si on le construit. Donc moi je trouve que voilà, c'est pas la technique qui doit soumettre la pédagogie. Je sais pas si Marcel Lebrun. Oui, je partage évidemment cet avis entre le rapport entre la technique et la pédagogie. Le malheur, c'est qu'on constate malheureusement que si on veut s'attaquer au niveau de la formation, hein, je veux dire des élèves ou des enseignants, à des éléments comme ceux dont nous avons parlé, qui signifie réellement, fortement développer des compétences de communication, d'esprit critique par rapport à l'information, de travail d'équipe, etc., etc. Ce sont des entreprises de longue haleine. Ça va se faire sur minimum une génération, je dirais, quelque part. Soyons patients malgré tout. Évidemment, c'est beaucoup plus simple de mettre de l'équipement technique. Maintenant, comprenez-moi bien, comme disait Bruno, je le dis avec d'autres mots, mais l'équipement technique, si on veut me parler du numérique à l'école, ben, c'est une condition nécessaire. Hein, sinon, on n'en parle même pas, c'est terminé, mais elle est loin d'être suffisante. Hein, donc la question des usages revient là. Quoique, moi, je ne serais pas étonné que les schémas qui sont en train de se mettre en place aux États-Unis, je n'ai pas dit qu'on devait les adapter nécessairement. Par exemple, le BYOD, B-Y-O-D, qui est le Bring Your Own Device, apportez votre matériel, ayez votre tablette, etc., risque de l'emporter. Vous allez me dire, mais c'est non démocratique, mais on ne va pas demander aux élèves d'apporter... Et pendant des années, on leur a demandé d'acheter des manuels qui restaient souvent dans les cartables en haute pile, etc. Et donc, moi, je ne serais pas trop étonné que le problème de la technique, hein, on n'en est que là, se résolve par lui-même. Des enseignants d'école primaire en France me disent « on a tenté des expériences au lieu de dire aux enfants qui rentraient en classe même si votre téléphone était intelligent, laissez-le dehors ». Un peu comme on a fait ce matin, c'est de dire, mais non, on va utiliser. Et les enseignants ont été étonnés de voir le nombre d'élèves qui sortaient leur smartphone ou leurs outils tels que ceux-là. Donc, problème technique, oui, non, conditions nécessaires sans doute, mais bien au-delà, une fois maintenant qu'il y aura l'équipement, moi, la crainte que j'ai depuis que je m'intéresse aux technologies dans l'éducation, c'est ce que j'ai appelé la fossilisation des pratiques. C'est-à-dire qu'à défaut de formation, mais de formation des enseignants qui dépassent elles aussi le simple aspect technique, les enseignants me disent on a des formations, mais on nous explique où on doit cliquer pour faire aller le TBI. On n'est pas dans l'usage là quelque part. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'être humain est fait comme ça, je pense, il faudra demander confirmation, mais c'est de refaire avec les nouveaux outils ce qu'on faisait avant. Et après ça, on me dit que depuis 40 ans, on fait des recherches sur les effets des technologies et qu'on ne voit pas de tels effets. Vous savez, en faisant des groupes expérimentaux qui utilisent les technologies, des groupes témoins qui ne l'utilisent pas, ça ne m'étonne pas. Si on refait avec les nouveaux outils ce qu'on faisait avant, traditionnellement, je veux dire, on ne voit pas d'effet. Et ça, c'est un phénomène qui est ultra connu. On lui a même donné un nom, le NSD, No Significant Difference.
C'est-à-dire que généralement dans les recherches, on ne voit pas de différence significative parce que généralement, il y a ici sans doute des enseignants qui font des choses géniales avec les technologies, mais malheureusement, on refait la même chose. Donc il y a vraiment un travail qui dépasse même l'usage de l'outil en tant que machine, en tant que fonction quelque part, et qui est qu'est-ce qu'on fait en classe avec ça, quels sont les nouveaux dispositifs, parce qu'ils sont nouveaux. On ne peut pas refaire de la transmission avec vos tablettes et vos TBI, sinon qu'est-ce que vous voulez que ça apporte au niveau du changement pédagogique ? Bruno Schroeder, une question qui est passée sur plusieurs tweets pendant qu'on en parlait. Finalement, la question des moyens, on parle de l'infrastructure, on parle du matériel, on parle de l'ordinateur de dernier cri, on parle du BIOD. Est-ce que ce n'est pas une question de coût logiciel aussi? Est-ce que les logiciels libres pourraient favoriser les moyens ou réduire la fracture numérique dans l'enseignement? Donc, c'est vrai que... Bon, si on parle en coût global d'utilisation, le logiciel libre n'a pas d'avantage particulier par rapport aux autres solutions. La question fondamentale qui se pose, c'est à quoi ça sert, quel est le projet. Donc ça, c'est vraiment par là que ça doit commencer. Et donc je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit jusque maintenant. La première question, c'est celle-là. Et si la réponse est je ne sais pas très bien à quoi ça sert, ça ne vaut pas la peine d'en mettre en fait. Alors du point de vue technologique, étant donné justement le Bring Your Own Device, et chacun vient avec son appareil, l'investissement fondamental maintenant, ça doit être dans la connectivité. C'est le réseau, c'est la capacité à se connecter. Ça, sans ça, je veux dire même, il n'y a même pas moyen de venir avec son smartphone ou avec sa propre tablette. Donc le premier élément, c'est la connectivité. Le deuxième point, c'est savoir quoi faire. Et dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on a fait? On est passé à ce qu'on appelle le nouveau monde du travail. On a complètement intégré ce genre de dimension. Et la première chose à laquelle on a réfléchi, c'est qu'est-ce qu'il faut changer dans la manière dont nous fonctionnons. Et donc, pour reprendre un point de la présentation de ce matin, on a complètement modifié l'espace. On a décloisonné, on a réorganisé les équipes, on a complètement modifié les relations hiérarchiques aussi, on a modifié le flux de l'information. Et alors, une fois que tout ça est en place, à ce moment-là, ça a un sens de mettre de l'investissement dans de la technologie, dans du matériel et dans des connexions. Mais voilà, la partie importante, c'est pas la technologie. C'est le projet qu'on a, c'est comment on va le faire, et c'est effectivement la transformation du mode de fonctionnement précédent dans quelque chose de complètement nouveau. Je veux dire, nous, on a complètement dû revoir le mode de fonctionnement du middle management, donc le management intermédiaire, parce qu'ils sont passés d'une fonction de contrôleur-encadreur beaucoup plus à des fonctions de coach et de gestionnaire du risque sur l'équipe. C'est un rôle complètement différent, mais qui est celui qui est nécessaire dans cet environnement technologique, en fait. Olivier Servet, un mot de conclusion peut-être sur la question des moyens et la question du projet? Je crois que la différence par rapport à une entreprise, c'est que l'école, c'est une institution sociétale. Donc il y a cette dimension globale qui fait que la question des temporalités, pour moi, est fondamentale. Il y a des inerties, il y a transformer cet auditoire en un lieu facilitant le travail en petits groupes. Il faut du temps, il faut des moyens. Je pense aussi la formation des enseignants, c'est aussi quelque chose qui prend du temps. Et à côté de ça, il y a la réalité quotidienne qu'on a vu dans la deuxième vidéo. Et donc je crois que cette gestion des temporalités, elle est fondamentale. Et elle doit se faire avec tous les partenaires de l'école. Elle ne peut pas se faire de manière séparée, sinon on va arriver à des clashs, on va arriver à des difficultés. Deuxième idée, je crois que derrière tout ce qu'on a évoqué, il y a une redéfinition de la relation pédagogique en fait, qui m'apparaît fondamentale. Et on a tous des habitus, mais je pense aussi qu'on est tous soumis à un cadre, à une fonction, à des règles. Donc le politique doit être impliqué sur la question de l'école, parce que derrière, ce n'est pas seulement des questions uniquement de pédagogie, mais c'est des questions aussi de qu'est-ce qu'on peut faire et jusqu'où on peut le faire. Et troisième idée sous-jacente à tout cela, c'est la question des finalités, pas seulement du numérique à l'école, de l'école. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'école comme projet dans une société comme celle-là? Quel est le rôle de l'école? Et je crois que cette question-là, elle n'est pas du tout évidente, elle n'est pas du tout unanime. On a parlé de pluraliser l'école, pas au sens ici philosophique, mais au sens pédagogique du terme. Je pense que c'est un enjeu fondamental. Les États ont eu tendance à reproduire comme eux-mêmes, ça veut dire à homogénéiser. Et on parle de mettre en place un examen de fin de secondaire et autre chose. On est toujours dans cette logique de l'homogénéisation, alors qu'à l'inverse, on est en train de voir que c'est des logiques à partir du bas en fait, qui sont en train de se développer. Donc on a encore la tête à l'envers en partie, du côté en tout cas du monde politique. Et là, il y a véritablement un enjeu majeur.
Dernière chose liée aux finalités, pour moi, c'est clairement regarder le basculement. Tous les opérateurs dont on a parlé, c'est des opérateurs privés, tant pour les infrastructures que pour les logiciels, enfin infrastructures, réseaux et machines. Les logiciels, et quand je dis privé, ça peut être une association type Wikipédia, ça reste du privé, c'est pas un État, c'est pas une collectivité entre guillemets, ou bien des entreprises. Idem pour les producteurs d'informations de plus en plus, et parfois c'est la plus petite unité privée, l'individu, qui va produire de l'information sans savoir d'ailleurs qu'elle appartient à quelqu'un d'autre quand il la dépose sur Facebook ou ailleurs. Et puis les structurateurs, je pense à Google qui structure cette information. Tout ça en fait est régi aujourd'hui par une logique indépendante finalement des démocraties et du politique. Et là je crois qu'il y a un enjeu, un moment à poser aussi en tant que citoyen, pas qu'en tant qu'enseignant ou qu'en tant qu'élève, qui m'apparaît là aussi capital.